Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau double quart d'heure éco, toujours avec Gilles Ravaud, maître de conf à Paris 8 Saint-Denis, toujours dans la maison de l'Île-de-France à la Cité internationale universitaire de Paris. Et merci à nous accueillir pour cette émission. Dans l'actu de cette semaine, l'étau se resserre sur les retraités. Ça fait un peu thriller, mais une petite musique qu'on entend de plus en plus. Et si on supprimait l'abattement fiscal de 10%, dont cette catégorie bénéficie. Alors, de quoi parle-t-on exactement? On va essayer d'être dans les faits. Quel est le montant espéré par cette mesure, cette proposition? Et puis, surtout, est-ce qu'il y a une justification économique derrière cette mesure? On va dépioter tout ça. Dans l'actu également, c'est plus de 600 suppressions d'emplois envisagées. Gros plan de licenciement. Chez ArcelorMittal, 7 sites industriels touchés, concernés dans le nord du pays, venant d'un groupe qui quand même qui va très bien, qui a même dégagé, versé 1 milliard d'euros de dividendes l'année dernière. Ouais. Donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a une logique économique derrière ces suppressions d'emplois et qu'est-ce qu'une nationalisation changerait, puisqu'elle est envisagée, évoquée, demandée par certains. Et on va par des élus de tous bords, un petit peu. Exactement. Ouais. Donc là aussi, on va décrypter tout ça. Et puis, bien sûr, le courrier du cœur et les quelques news insolites du cousin Gilles. On va parler de chips. Voilà, du chips dans l'émission. Ça va être croustillant. C'est ça. Alors on commence tout de suite. Alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'euros, la ministre du Budget n'exclut pas de s'attaquer à l'abattement fiscal des retraités. C'est quoi cet abattement fiscal dont on parle? Ça vient d'où? Ça consiste en quoi? Et pourquoi ça a été instauré? Alors, donc ça ne concerne que les retraités qui payent l'impôt sur le revenu, évidemment, puisque si on a une petite retraite, c'est comme tous les revenus. Tous les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, je rappelle, c'est valable pour les revenus de transfert, ce qu'on appelle les revenus de transfert. Si vous avez, par exemple, 3 000 euros d'allocation chômage par mois, ça peut exister, vous payez l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc, les dépenses sociales, il y a une partie qui est récupérée par l'impôt sur le revenu. Tous les revenus légaux sont soumis au même barème d'impôt sur le revenu, que ces revenus soient des salaires, des retraites, du chômage, etc. Et donc, quand vous payez l'impôt sur le revenu, quand vous avez une pension de retraite suffisamment élevée, vous déduisez, c'est la même ligne que les salariés, le fameux abattement de 10%, ce qui fait que on passe de votre revenu réel à ce qu'on appelle le revenu fiscal, qui est 10% inférieur, et c'est à ce revenu fiscal que s'appliquent les fameuses tranches ensuite de l'impôt sur le revenu. Alors d'où ça vient? Ça a été créé à la fin des années 70. Alors on n'a pas de certitude sur... J'ai vu que c'était Maurice Papon. Ouais, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, 77, 78. Voilà, c'est ça, 78. Donc sous le gouvernement de Raymond Barre, je crois à l'époque. Donc il instaure un abattement fiscal de 10% pour tous les retraités. La raison qu'on avance souvent, c'est de dire, encore une fois, on est en 78, il y a beaucoup d'argent liquide, et il y a l'idée que nos chers amis commerçants, artisans, peuvent un tout petit peu, vous voyez, ne pas totalement tout déclarer à l'administration fiscale, et que par une forme de justice fiscale et sociale, quand vous êtes salarié, évidemment, votre revenu est déclaré par votre employeur, vous pouvez pas trop tricher dessus, et donc il y a l'idée qu'à la louche, le commerçant ou l'artisan moyen, il gruge l'État de 10%, parce que sinon ça se voit trop, et que donc le salarié, en fait, lui aussi, on lui enlève 10%, et donc le retraité aussi, et pour le retraité, il y avait d'autres justifications, il y avait l'idée que souvent, quand vous êtes salarié, vous avez une complémentaire retraite qui est payée par votre employeur, que vous perdez quand vous retrouvez à la retraite. Ouais. Et puis, il y avait l'idée aussi, on se rappelle, ça commence à dater maintenant, mais à l'époque, il y avait l'impôt sur le revenu était décalé d'un an, et que donc, à la retraite, votre revenu baissait, et que donc, vous continuiez à payer les impôts sur vos revenus de l'année précédente, quand vous étiez salarié, et que donc, ça faisait une forte baisse de votre niveau de vie. Donc, pour amortir cette baisse, voilà, ces 10%, c'était aussi une sorte de justification. Voilà. Ça, c'est la genèse, c'est l'état d'esprit. C'est ça. Ça ressemble presque à du bricolage, ou du moins à une mesure de justice fiscale. Voilà, ça existe. Maintenant, ils veulent la supprimer. Qui serait concerné? Parce que j'ai lu des chiffres, on parle autour de 8 millions de retraités seraient finalement fiscalement pénalisés sur les 15 millions de retraités en France. À peu près, ça encore une fois, si vous avez 1 000 euros de retraite, que vous êtes seul, vous êtes évidemment pas soumise à l'impôt sur le revenu, et donc ça change rien pour vous. Juste un chiffre pour donner, donc encore une fois, si cet abattement était supprimé entièrement, encore une fois, c'est pas une hausse de 10%, c'est pas une perte de 10% de vos revenus. Donc l'exemple qui est donné, par exemple, c'est un couple de retraités qui toucherait 40 000 euros par an, d'accord? Eh bien, leur impôt passerait de 600 à 1 200 euros par an. Donc ça fait 600 euros de plus par an. Donc ça fait 50 euros par mois.
Donc c'est pas voilà, ça fait 50 € d'impôt en plus par mois. C'est pas énorme. Et la lumière vient de s'éteindre. Et donc, mais on compte sur toi. On compte sur toi. C'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une petite hausse d'impôt. Alors pourquoi est-ce qu'on veut le faire? C'est parce que le poids des retraites est trop important non seulement sur le budget public, mais sur l'économie française. Les retraites, c'est à peu près 360 milliards d'euros par an, et donc il faut faire des économies. Alors c'est très embêtant politiquement, parce que les retraités actuels, ils ont respecté les règles, ils ont cotisé, comme on dit, entre guillemets, comme on leur a demandé, ils ont fait leurs annuités, ils touchent leurs revenus, et évidemment c'est très embêtant de diminuer le revenu de quelqu'un qui a la retraite, puisqu'effectivement, vous pouvez plus travailler, vous êtes âgé. On peut pas compenser. Voilà, on peut pas compenser. Il y a l'inquiétude de la maladie, etc. Vous êtes plutôt quand même sur la fin de votre vie. Vous n'êtes pas forcément hyper heureux d'être là dans votre vie. Donc effectivement, c'est gênant de prendre de l'argent aux retraités, mais c'est nécessaire. Alors moi, ma proposition, ça serait de dire, je pense qu'il faut supprimer cet abattement de 10%, mais qu'il faut le faire sur 10 ans. C'est-à-dire que on le fait 1% par an. Il faut y aller progressivement. Mais il fallait progressivement. Mais dans ce cas-là, rappelons quand même que cette mesure, on en attend 4 milliards d'euros. Donc là, avec ta proposition, qui est intéressante, hein, mais du coup, on n'est plus du tout sur le même rendement. Non, mais il faut y aller doucement, parce que sinon, de toute façon, on le fera pas. Il y aura des mesures de compensation politique. Et on voit d'ailleurs qu'il y a déjà plusieurs déclarations, notamment la droite, dont évidemment c'est l'électorat captif, les retraités, qui est vent debout contre cette mesure, avec des arguments hallucinants, disant on taxe les vieux, etc. Alors qu'aujourd'hui, et c'est un truc qui n'est pas possible, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des gens qui travaillent. C'est une vraie question, parce que j'entends, là aussi on entend parler d'un niveau de vie qui serait supérieur, mais c'est très très controversé visiblement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et dans quelle proportion, dans quelle mesure? C'est absolument certain, pour une raison simple, c'est que la majorité des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui sont propriétaires de leur logement au sens vrai du terme, c'est-à-dire qu'elles ont fini de rembourser. Parce qu'en France, heureusement, si j'ose dire. Oui, peut-être. Si non, mais parce que ça, c'est un truc qui est rigolo. En France, on dit je suis propriétaire. Moi, je suis pas propriétaire. Je suis endetté pendant encore plus de 20 ans. Donc, aux États-Unis, d'ailleurs, les gens disent je suis endetté. En France, on dit je suis propriétaire. Non, c'est la banque qui est propriétaire. Mais les retraités, eux, ils sont vraiment propriétaires. Et donc, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que notre cher ami l'INSEE, que j'aime beaucoup, que je salue au passage, ne donne pas le chiffre qui est pourtant très facile à connaître, du niveau de vie réel des retraités une fois qu'on a enlevé les charges de logement. Or, ce qu'on constate aujourd'hui qui est fou, c'est que quand on regarde les revenus, évidemment, le revenu, c'est pas votre niveau de vie. Le revenu des retraités est du même ordre que celui des salariés. Or, puisque on sait qu'il y a beaucoup plus de retraités qui n'ont pas d'enfants à la maison quand même, et on finit de payer n'ont aucun frais de logement que les salariés, c'est évident que le niveau de vie des retraités en moyenne est supérieur, même très supérieur à celui des gens qui travaillent. Ça n'est pas possible. Ça ne fait pas d'eux des privilégiés pour autant, comme on l'entend chez ceux qui, précisément, là aussi, sont en faveur de cette mesure. Je lisais un chiffre qui est intéressant. Le nombre de retraités, c'était 10 millions en 2012, 17 millions en 2025, 18 millions et demi en 2030. Donc, effectivement, ça on est à 15 millions, je crois, aujourd'hui, à peu près. C'est ça. Et le niveau de vie des retraités français, alors, c'est vrai, tu disais, est supérieur aux actifs. Alors, en effet, tu viens de le dire, de toute façon, c'est très explicite, c'est très éclairant. Alors, là aussi, c'est pour dire à quel point c'est pas du tout des privilégiés, mais, là, il y avait aussi cette statistique, il y a 10% de pauvres chez les retraités. Il y en a 14% dans le reste de la population. C'est ça. Donc, on voit, et il y a même 20% de pauvres chez les jeunes. Donc, c'est-à-dire que le taux de pauvreté des jeunes est le double de celui des vieux. Donc là, il y a quand même un énorme problème. Donc on a bien compris que cette contribution te semble pas... Elle me semble logique. Il faut y aller doucement. Et par contre, je veux juste rappeler quelque chose. Mais c'est au nom de quoi, en fait? C'est au nom de c'est au nom de la solidarité. Alors, je vais faire un tout petit saut théorique en termes d'économie politique rapidement. C'est que l'idée, c'est que de dire, il faut préserver les producteurs. Donc les producteurs, c'est les entreprises et les salariés. On a ce problème d'effondrement de la base productive en France. Il faut préserver les producteurs par rapport aux inactifs. Et donc, on voit d'ailleurs, c'est une obsession d'Emmanuel Macron depuis 2017, il a beaucoup tapé sur les allocataires du RSA, par exemple. Les sommes sont ridicules par rapport à la masse des retraites. Donc, en fait, en termes d'économie politique, si on veut préserver un tout petit peu la production en France, il faut que les inactifs, le poids des inactifs baisse. Et le premier poids des inactifs, c'est les retraités. Ça, c'est le premier point. Par contre, deuxième point, toujours en termes d'économie politique, je reste, malgré les apparences, un économiste marxiste parce que c'est la bonne grille de lecture de la réalité. La bonne grille de lecture de la réalité, c'est l'opposition travail-capital. Et la grande difficulté de ce qu'on propose là, c'est que on tape, entre guillemets, sur le monde du travail, au sens élargi, le salariat avec les retraités. Et ça exclut du partage des richesses, du partage des efforts, les entreprises qui font des très forts profits,
les gens qui ont un très fort patrimoine. Et donc ça, c'est une autre impasse, et on s'en sortira pas tant qu'en France, donc là, proposition que tous les gens détestent, mais que j'aime beaucoup faire, à mon sens, il y aurait beaucoup plus d'argent à gratter que sur les retraites, il faudrait beaucoup plus imposer les gros héritages, les gros patrimoines, les grosses successions. Je laisse les gens se défouler sur les commentaires, mais je le dis, à bas l'héritage et vive le travail. On en avait parlé déjà dans une précédente émission. Voilà qui est dit. On passe à la deuxième actu de la semaine. ArcelorMittal, qui envisage donc la suppression de 636 emplois sur 7 sites industriels du groupe. Il vient d'annoncer ça donc lors d'un comité central d'entreprise. Le sidérurgiste donc qui envisage cette mesure et qui, par ailleurs, est un groupe qui se porte bien, en tout cas qui redistribue de l'argent, près d'1 milliard d'euros de dividendes l'année dernière, si les chiffres sont bons. Donc on a envie de comprendre. Donc dans les faits déjà, comment expliquer cette mesure ? C'est la demande. C'est-à-dire que donc c'est quoi voilà, qu'est-ce ArcelorMittal, ils font de l'acier. Et où est-ce qu'il y a de l'acier ? Il y a de l'acier dans les voitures et dans les maisons, dans les bâtiments. Or, comme on le sait, l'industrie automobile européenne a raté le virage de la voiture électrique. Pour moi, cette guerre, elle est perdue. Les Chinois l'ont définitivement gagné. Ça, on met ça de côté, mais quand même. Et donc, on met pas ça de côté parce que, justement, on constate que les usines, donc les hauts fourneaux, en Europe, fonctionnent aux 2/3 de leur capacité parce que c'est la conséquence de la désindustrialisation. Donc là, en fait, on arrive au bout de la désindustrialisation. Donc il y a une fatalité à c'est ce fini. qui se passe. C'est fini, c'est-à-dire qu'on sait voilà, en Europe. La désindustrialisation ça a été la première étape, et là maintenant la deuxième, c'est qu'on a beaucoup moins besoin de fournir de l'acier, et donc on réduit les capacités, et donc on ferme certains sites. Je rappelle que ArcelorMittal, c'est 15 000 salariés en France. Donc c'est premier producteur, enfin c'est un groupe gigantesque, donc maintenant indien, du nom de Lakshmi Mittal, qui est le milliardaire indien, qui avait racheté Arcelor, voilà, qui était avant Usinor Sassilor, on s'en rappelle. Et Arcelor était déjà, c'est très intéressant, était un groupe européen. Absolument. C'est une fusion entre des entreprises belges, luxembourgeoises, françaises et espagnoles. Et donc là, c'est un double basculement, c'est-à-dire qu'on est passé de société collective à une société qui est possédée par un seul homme, Lakshmi Mittal, et on est passé d'une société occidentale, européenne, rachetée par un Indien. Et donc on voit bien que ça annonçait le basculement du monde, ça c'était en 2006, et aujourd'hui, eh bien effectivement, c'est ce grand basculement de la création de richesse de l'Occident vers l'Asie. Ça aussi, c'est intéressant. Ce que je suis pas sûr de comprendre, c'est que la demande d'acier, tu dis, elle baisse sur le continent, mais elle est extrêmement vigoureuse ailleurs. Donc pourquoi on pourrait pas répondre à la demande d'acier qui s'exprime ailleurs ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'acier, l'acier chinois, il rentre en Europe, mais il rentre en Europe dans les voitures chinoises. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'explique très bien Mittal et les autres producteurs, c'est qu'il y a moins besoin de faire de l'acier en Europe, parce qu'on fait plus de voitures en Europe. Mais il y a de l'acier dans les voitures chinoises, de l'acier chinois, qui est fait en Chine par les Chinois, avec des géniales centrales à charbon qui polluent comme des malades, puisque l'acier, qu'est-ce que c'est l'acier ? C'est un alliage, on met du fer avec du carbone. Et c'est la quantité de carbone qui fait la dureté de l'acier. Donc, par exemple, et donc on parle comme ça d'acier mi-doux ou d'acier mi-dur, suivant la dureté, la quantité de carbone. Et cette fusion nécessite énormément d'énergie. C'est le secteur de l'économie le plus polluant de la planète. C'est 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc c'est une pollution absolument dingue. Et justement, ArcelorMittal avait reçu beaucoup d'aides de l'État français pour décarboner la production d'acier en utilisant plus d'électricité, puisque nous on a de la jolie électricité très gentille nucléaire en France qui ne pollue pas, contre la très méchante électricité chinoise qui est à base de charbon. La bataille évidemment est perdue. Voilà. Et donc pourquoi ? Eh ben, parce que c'est toujours la même chose. On retrouve, on l'a déjà dit ici, c'est la contradiction entre l'écologie et le libre-échange. C'est-à-dire que tu peux faire du gentil acier pour des gentilles voitures européennes si tu produis des voitures en Europe, mais les voitures en Europe sont plus chères et de moins bonne qualité que les voitures chinoises. Les gens peuvent se regarder. Là, il y a Shanghai. Shanghai, une petite bourgade chinoise je crois, c'est 15 millions, 30 millions d'habitants, je crois. Enfin, c'est un truc dingue. Et donc là, il y a le salon mondial de l'automobile là-bas. Et les Chinois défoncent tout le monde. C'est fini. Et donc, on aurait pu avoir une industrie européenne de la voiture électrique
Si on avait eu des dirigeants, notamment allemands, qui avaient cru au virage électrique, les Chinois y ont cru dans les années 90, et si on avait protégé notre marché. On a raté les deux, les dirigeants d'entreprise ont été nuls, les dirigeants politiques ont été nuls, cette histoire elle est finie, donc maintenant il va falloir réfléchir à faire autre chose en Europe, mais cette page elle est tournée. Et alors du coup la question se pose, c'est, donc j'entends il y a un air de défaite. Totalement, c'est ça, radical en race campagne. Donc, voilà. Non, mais c'est une défaite. Faut arrêter de pipoter. C'est une défaite absolue. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est une défaite absolue. Donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ces 636 suppressions d'emplois, elles vont, ça va suivre, oui, il y en aura d'autres. C'est ça. L'hécatombe absolue. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, la nationalisation ne change rien. Alors non, parce que je t'ai même pas posé. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est pour ça. Non, c'est une vraie question, ça. Ouais. Parce que on entend ici et là. Alors, je pense à Ruffin notamment, qui dit il faudrait rentrer au capital de l'entreprise. Il ne s'agit pas forcément de la même chose qu'une nationalisation. Il évoque également l'exemple britannique avec Castamere qui a effectivement. Alors, on a parlé de nationalisation de British Steel. Est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs? C'est pas exactement ça. La comparaison pertinente. Il y a beaucoup de questions là dans ce que c'est plus une mise sous tutelle où en fait il y a une loi qui a été passée au Parlement britannique pour imposer en fait à l'entreprise des décisions. Elle a été mise sous tutelle parce que juridiquement elle n'est pas entièrement nationalisée. Mais j'ai mieux, Benjamin, dans ma besace. Tu connais le Kazakhstan? Oui. Jolie petite démocratie d'Asie centrale. Et en 2023, il y a beaucoup d'usines là-bas, le Kazakhstan, grosse base sidérurgique en Europe, où ArcelorMittal avait plusieurs usines. Beaucoup d'accidents, avec notamment un dernier accident fin 2023 qui fait 50 morts au Kazakhstan. Ouais. Et l'État kazakh a décidé de nationaliser justement ArcelorMittal en lui versant seulement 280 millions d'euros. Alors que ArcelorMittal demandait quasiment 10 fois plus. ArcelorMittal demandait 2,5 milliards d'euros. Pourquoi tu passes par cet exemple? Parce que je pense que si le Kazakhstan est capable de nationaliser ArcelorMittal, la France en est peut-être capable. Le Kazakhstan, je te rappelle le régime démocratique, le régime politique du Kazakhstan n'est pas vraiment proche du nôtre. Je ne sais pas, c'est peut-être l'avenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux nationaliser. Le problème de nationalisation, c'est que ça coûte très cher. Après, encore une fois, si le Kazakhstan est capable de faire diminuer par 10 le prix d'ArcelorMittal, je pense que notre président français, qui est quand même un génie interplanétaire, est capable de faire au moins aussi bien. Donc on pourrait très bien nationaliser ArcelorMittal. Alors après, qu'est-ce que ça changerait, une nationalisation, une entrée au capital? Je ne sais pas quelle est, encore une fois, la formule qui convient, mais... Ça changerait pas le fait que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas besoin d'acier, donc tu vas pas faire de l'acier. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, c'est toujours pareil, c'est mettre du protectionnisme, du quota aux frontières. Mais par exemple, l'acier chinois. Donc la Chine, c'est complètement dingue la Chine, j'adore ce pays comme on l'a remarqué. La Chine produit plus de la moitié de l'acier mondial à elle seule. Mais la Chine exporte très peu d'acier en Europe. Encore une fois, l'acier chinois, il est dans les voitures chinoises. Voilà. Et donc, alors notre chère Union européenne a vu le problème en mars dernier, donc c'est tout récent. Il y a eu un plan justement de l'Union européenne pour contre l'acier chinois entre guillemets, avec le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc l'acier brut qui est importé, il est déjà taxé. Donc encore une fois, c'est un problème de demande, pas d'industrie, pas d'acier. Et pas d'accord. Et donc la réponse. Et alors poussons jusqu'au bout et la logique. Est-ce qu'il aurait fallu, puisque ce groupe a été, encore une fois, a bénéficié de soutien public, d'argent public. Est-ce qu'il aurait, et là j'entends on dire, mais il aurait fallu conditionner ces aides, il aurait fallu, au fond, est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce qu'il aurait pas fallu donner encore plus d'argent à ArcelorMittal pour faire en sorte que précisément on n'arrive pas au problème qu'on traverse aujourd'hui? Ça, c'est une question très importante qui est souvent mal comprise. Moi, j'ai fait longtemps partie des gens qui disaient qu'il fallait conditionner les aides. Ça n'est pas possible dans une économie de marché. Parce que tu demandes un engagement qui ne peut pas être respecté parce que ça n'est pas dépendant de la personne qui signe le contrat. Et les juges, il y a beaucoup d'affaires là-dessus. Il y a des États, dans certains cas, les collectivités publiques ont pu récupérer de l'argent, mais tu ne peux récupérer de l'argent que si l'entreprise va bien et que si manifestement elle ne tient pas ses engagements alors qu'elle le pourrait. Mais on est dans une économie, alors là le terme est bien utilisé, on est dans une économie d'un pays libéral, de liberté, et en matière économique, les juges regardent toujours la réalité économique. Si une entreprise reçoit des aides et qu'ensuite l'avenir économique n'est jamais connu au moment où tu signes les aides. Donc ce que je veux dire sans être trop long, c'est que les aides, il faut accepter que c'est un pari sur l'avenir, c'est comme un prêt bancaire, et donc on ne peut pas ensuite récupérer les aides si les choses n'évoluent pas comme on pensait que ça allait se passer. Donc si on veut être cohérent, effectivement, il faut sortir de l'économie libérale, avoir des entreprises publiques, et là, tu peux
essayer de les forcer, même si on l'a vu dans un épisode précédent, que même une entreprise publique comme EDF n'est pas aux ordres de l'État. Donc on retombe, quand on est dans une économie très libérale comme la nôtre, ouverte sur la concurrence européenne, ouverte sur la concurrence mondiale, les entreprises sont soumises, entre guillemets, au marché, même si elles sont très grandes. Et donc la capacité politique de maîtrise, elle est très limitée. Donc si je comprends bien ce que tu nous as dit, en tout cas pour ArcelorMittal, il y a une certaine fatalité là aujourd'hui. Il y a une défaite évidente avec le virage raté de l'électrique, la voiture électrique. Et je retiens également que vont suivre de nouvelles suppressions d'emplois. On n'est qu'au début, c'est en train de nous dire. Oui, c'est ça. Et enfin, ça va entraîner derrière, j'imagine, d'autres filières. Exactement. La chimie va en... Alors justement, on peut peut-être se le garder, parce que là, je pense qu'on a assez de bonnes nouvelles pour la semaine. Mais la chimie européenne, effectivement, en très grand danger aussi. Toute l'industrie européenne est en train de se casser la gueule. Juste parce que c'est important, parce que ce que tu dis, l'Europe, en effet, alerte sur effectivement cette désindustrialisation, commence à réfléchir à justement à des plans de réindustrialisation. Tout ça, on voudrait comprendre, c'est de la pure incantation ou il y a vraiment... C'est la pure incantation. C'est de la blague. Alors, il reste des domaines, notamment en France, on est très très fort sur l'informatique, sur les ingénieurs. L'IA pourrait tout à fait être développée en France. Enfin, on a des gens très forts, pas très loin d'ici, au plateau de Saclay, à Polytechnique, etc. Et puis, sinon, je pense qu'il faut faire la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait attaquer la Russie de Vladimir Poutine. On est assez fort dans l'armement en France, faut y aller, quoi. On passe alors, compte tenu de ce climat morose sur cette filière, on passe au courrier du cœur. Tout à fait. Voilà de quoi nous réjouir. Et il y en a deux qui sont passionnants. Sangs 4838, les Américains reprochent à la Chine de manipuler sa devise alors les Américains eux-mêmes manipulent la valeur du dollar en créant de la monnaie. C'est bien vu ça. C'est très bien vu. Alors juste pour rappeler le modèle de développement chinois, donc la Chine c'est j'exporte, mais je contrôle à mort mes importations, je contrôle à mort les investissements étrangers chez moi en mettant un petit pistolet sur la tempe des gens qui investissent, qui créent des usines en Chine, en les obligeant à transférer leurs secrets technologiques, et je maîtrise ma monnaie. L'euro n'est pas maîtrisé par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne n'a pas d'objectif de taux de change vis-à-vis du dollar. Elle subit la mondialisation comme tout le reste en Europe. La Chine maîtrise sa mondialisation et donc notamment elle achète et elle vend sa devise. Donc la Chine contrôle sa devise. Les Américains, eux, c'est une situation un peu intermédiaire entre l'Europe et la Chine, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas le dollar, parce que comme le dollar est utilisé dans le monde entier pour toutes les transactions, on en avait déjà parlé ici, les Américains ne peuvent pas maîtriser le dollar. Mais un des objectifs de Donald Trump, alors un des rares objectifs qu'il a atteint, c'est effectivement de faire en sorte que la valeur du dollar baisse. Alors pourquoi ? Parce que si je suis américain, je suis Boeing par exemple, eh bien si le dollar baisse sur le marché des changes, quand je vais exporter moi Boeing en Europe, le prix des Boeing va baisser. Et donc effectivement, tous les États, sauf l'Union européenne, ont des objectifs de taux de change, des fois de monter, de baisser leur monnaie. Et un des objectifs majeurs de Donald Trump, c'est de faire baisser le dollar, et il y arrive avec la jolie crise économique qu'il crée dans son pays. Deuxième courrier du cœur, JF Benoît 2130. Voilà, je comprends. Est-ce qu'on a des pistes de solutions face à ces constats ? Ça nous ferait du bien, dit-il. Ouais. Non. Merci. JF Benoît 2130. Alors, je plaisante. très large. Alors, juste rapidement les pistes, c'est qu'effectivement, encore une fois, je l'ai expliqué en long, en large et en travers depuis quelques années. On a fait l'erreur pour la France de l'Union européenne. L'Union européenne a fait l'erreur de la mondialisation. Et la Chine défonce tout le monde depuis 2001. 2001, ça fait bientôt 25 ans, c'est quand même très très vieux. Donc on avait le temps de voir venir, on se réveille beaucoup trop tard, c'est fini. Pour l'industrie, c'est largement fini. Alors qu'est-ce qui nous reste, nous ? Eh bien, je dirais deux choses qui, je sais, ne sont pas du tout vendeuses politiquement, mais je ne vois que ça. Eh bien, c'est réduire ses dépenses. C'est-à-dire que c'est ce que nous faisons, un certain nombre d'entre nous, avec l'inflation ces dernières années. Oui, je sais. C'est-à-dire, par exemple, arrêter d'acheter par exemple, des merdouilles de bouffe qui coûtent très cher. On va en parler tout à l'heure. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau national, organiser la baisse des coûts. C'est-à-dire, alors, il y a 3 coûts qu'on peut baisser fortement, qui pèsent énormément sur le niveau de vie des gens. Le logement, la santé et l'alimentation. Donc là, j'ai pas le temps de développer, mais par des politiques de logement, par des politiques de santé publique, on peut fortement, on est un pays où il n'y a pas de croissance, il y aura grosso modo plus de croissance, mais on vit quand même très bien en France, et on pourrait en fait s'attaquer aux rentes. C'était d'ailleurs au cœur
du programme d'Emmanuel Macron en 2017. Pour ne pas citer de profession, les médecins se gavent en France, les laboratoires pharmaceutiques se gavent en France, les propriétaires de logements se archi-gavent, les logements sont très très concentrés. On sait que le patrimoine immobilier, ouais. Le patrimoine immobilier, ce que je disais sur l'héritage, etc. Donc, il faudrait s'attaquer pour de vrai à la rente. Le seul petit problème, c'est que derrière, il y a des organisations très riches, évidemment, puisqu'elles sont rentières, très puissantes et qui ont bien sûr l'oreille des gouvernants. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Voilà qui est dit. Et en tout cas, il faudra pouvoir développer tous ces thèmes-là, qui sont évidemment très controversés, très discutés sur le plan économique. Et puis, les deux petites infos pour finir. Bon, alors du coup, ça fait peut-être écho à ce qui se passe actuellement, sur le prix de l'or qui s'envole. C'est ça. De record en record. Tout à fait. On en est à combien là? Je sais pas du tout. Non, mais comment t'expliques ce prix de l'or qui s'envole? Est-ce que c'est là aussi toujours la manifestation de la crise que l'on traverse, en tout cas des atermoiements des économies nationales? Bah oui, alors tout à fait. C'est la grande incertitude. Et puis c'est une conséquence de Monsieur Trump, c'est-à-dire valeur refuge. La valeur refuge. Le dollar baisse, l'or monte. Donc voilà, achetez de l'or. Alors achetez de l'or et transmettez-le à vos enfants et petits-enfants en cachette. Achetez de l'or. Et je crois il y a aussi acheter des chips. Ouais, c'est ça que tu voulais nous dire, parce que les chips, la consommation des chips explose en France. C'est ça. Et ça, si vous voulez absolument qu'on nous en parle. Pourquoi? Tout à fait. Parce que je pense que c'est un signe que les gens vont très bien. Et d'ailleurs, il y a cette semaine, il y a eu ces deux informations. Donc l'augmentation de chips, je crois qu'il a augmenté de 42% en 10 ans. C'est ça. Notamment, j'aime beaucoup les chips Bretz, sans faire de publicité, qui sont vraiment absolument est-ce qu'on va se retrouver avec délicieux. Des c'est ça, exactement. Et il y a une grosse enquête qui a montré qu'il y a une forte progression aussi de l'éco-anxiété chez les gens. Ouais. Et bon, je pense qu'il y a un petit lien entre les deux. Il y a aussi une grosse enquête sur la souffrance au travail qui ne cesse d'augmenter en France. L'éco-anxiété de l'ADEME, l'agence de l'environnement. C'est ça. Et comme l'a dit un psychologue, en fait, si on est anxieux vis-à-vis de l'effondrement écologique, c'est un mécanisme sain. Donc les gens qui ne sont pas éco-anxieux, je dis très gentiment, ce sont des imbéciles. Et les gens qui sont terrorisés par ce qui se passe avec la destruction de la vie, ce sont des gens intelligents et sensibles comme toi et moi, mon Benjamin. Il y a des pathologies d'ailleurs associées à cette éco-anxiété, parce que de 400 à 500 000 personnes en France qui souffriraient de vraies pathologies liées à cette éco-anxiété, selon les chiffres de l'ADEME. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon quart d'heure, un bon double quart d'heure. Et puis, c'est ça que je te souhaite, des bonnes nouvelles. Hein, ouais, alors là, c'est sympa. Ouais, là, c'était vraiment l'émission qui rend heureux. Oui. Exact. Merci encore une fois à la Maison de l'Île-de-France de nous avoir accueillis. Et puis, bien sûr, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.